J'ai dit oui, on a eu déjà l'expérience et donc on a le plus jeune participant en médecine orthomoléculaire à 2 mois. Il sera très grand. Voilà, participant. Et donc on souhaite à tout le monde la bienvenue. Voilà, je vous remercie. S'il vous plaît, on commence. C'est bon? Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je suis déjà listé, le professeur Omouna, donc immunologiste. J'enseigne à l'université de Médéa et je fais partie déjà du conseil scientifique de la Salmo. Je suis honoré. Alors, pour ceux qui ont assisté la dernière fois, on a fait une introduction à l'immunologie, à tout ce qui est système immunitaire. Pour ceux qui ont pris le train cette fois-ci, malheureusement, je ne pourrai pas revenir en arrière. Donc c'est un principe que je me suis fixé, parce que sinon on ne pourra jamais avancer. Le but, c'est surtout de vous donner des bases essentielles en immunologie avant d'attaquer les hypersensibilités et avant de passer aux maladies auto-immunes et les déficits immunitaires. Donc, en tant que médecin et praticien clinicien, ça vous intéresse, je suppose, mais malheureusement, je ne pourrai pas revenir chaque fois aux notions de base. J'essaie de faire des petits rappels au fur et à mesure, mais on doit quand même aller de l'avant. Et s'il y a des questions, je répondrai volontiers. Sinon, les gens, s'ils s'intéressent, je pourrais leur envoyer des communications. Ou bien, ils vont assister au prochain séminaire, à la première séance pour boucler la boucle. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet très très intéressant qui s'appelle capture d'antigènes et présentation de lymphocytes, parce que finalement, sans cette capture d'antigènes et sans la présentation de lymphocytes, il n'y aura pas pratiquement de réponse immunitaire appropriée. Donc c'est indispensable à ce qu'il y ait dans notre organisme des cellules qui sont capables de capturer tous les antigènes qui rentrent et bien sûr de les présenter aux lymphocytes et particulièrement les lymphocytes T. Alors, comment voilà. Cette notion de présentation d'antigènes a donné naissance à un phénomène ou à une notion capitale qui s'appelle CMH, le complexe majeur histocompatibilité, bien sûr que vous appelez vous les médecins HLA, Human Leukocyte Antigen. Tout a commencé dans les années 50 quand un médecin français, Jean Dossé, qui était responsable de centre de transfusion sanguine à Paris, avait remarqué que des sujets polytransfusés, c'est-à-dire des sujets qui allaient dans des centres d'hématologie, qui recevaient du sang régulièrement suite à des pathologies ou des maladies, et il avait remarqué que soudainement, ces sujets polytransfusés avaient montré des signes ou des incidents donc, de rejet du sang, bien que lui, donc, en tant que responsable, il a fait la chose la plus logique, c'est de vérifier est-ce que le flacon du sang utilisé était compatible avec les systèmes connus à l'époque, donc les systèmes ABO, et il n'avait trouvé aucune erreur. Donc, il n'y avait pas un sujet de A à qui on a administré du B, et ainsi de suite. Donc, il n'y avait pas d'erreur de technicien, et pourtant, il y a eu ce rejet-là qui s'est présenté. Alors, la conclusion, c'est que le sérum des sujets receveurs contenait des anticorps qui agglutinaient les leucocytes du donneur. Et voilà, ça c'est le premier rejet qui s'installe. La personne qui recevait le sang a commencé à développer des anticorps, et quand on a des anticorps, malheureusement, c'est les cellules B qui les produisent, et si les cellules B les produisent, les cellules B, comme on l'a vu la dernière fois, se souviennent, elles ont la mémoire. Donc chaque fois que ce sang est administré, ce groupe sanguin bien sûr, il y aura production d'anticorps qui vont agglutiner. Donc le début du rejet commence à s'installer. Alors, il a fait tout simplement ce petit schéma, donneur-receveur. Ce receveur était compatible avec ce donneur, mais malheureusement, soudainement, il y avait dans le sérum des anticorps qui agglutinent, donc qui attaquent les leucocytes du donneur. Alors, il a commencé là à se poser cette fameuse question, pourquoi
soudainement, ces gens-là n'ont plus voulu recevoir, ou du moins étaient sensibles à ce sang qui leur a été donné. Et en même temps, il y avait aussi, à l'époque, les années 50 bien sûr, on venait juste de sortir de la guerre mondiale, on croyait avoir compris l'immunologie, les principes du système immunitaire, et malheureusement, il y avait des tentatives de transplantation qui furent soldées par des échecs. Hein? On croyait que prendre un rein, le mettre dans un corps, finalement, ce n'était pas aussi. C'est dans ce contexte très pessimiste, à la fois les gens qui n'acceptaient plus le sang, des transfusions, transplantations plutôt soldées par échec, c'est de son contexte que, et grâce à la découverte de Jean Dosset, de groupes tissulaires. Alors, ce médecin ne s'est pas contenté de faire l'observation, il a été très loin, et il a mis en place la notion de groupe tissulaire, qu'on a pris conscience que greffe, transplantation et transfusion nécessitaient que le donneur et le receveur soient histocompatibles. La notion d'histocompatibilité vient de naître, et que les groupes tissulaires devinrent complexes majeurs d'histocompatibilité, les CMH. Et là, c'est la première fois qu'on a pris conscience que les groupes tissulaires ou les groupes dans notre organisme s'organisent, donc les tissus s'organisent en groupes, et ces groupes, on les appelle les complexes majeurs d'histocompatibilité ou les CMH. Alors, vers les années 70, donc quelques vingtaine d'années après, il a paru que les molécules de CMH ne servaient pas uniquement au rejet de greffe, mais jouaient un rôle essentiel dans les réponses immunitaires. Donc, ce n'est pas uniquement d'accepter un organe ou de le refuser, mais c'est surtout de gérer et de la réponse immunitaire. Le CMH a été approprié par les médecins, et les médecins l'ont appelé le système HLA, Human Leukocyte Antigen. Donc, quand vous lisez HLA-CMH, c'est la même chose, sauf que c'est un peu spécifique à l'être humain pour que ça fasse partie d'un jargon que vous, les médecins, vous connaissez beaucoup, le jargon clinique. Alors, c'est l'ensemble d'antigènes exprimés sur les cellules de l'organisme, marqueurs de l'identité de chacun de nous, marqueurs du soi. Donc, la notion du soi et du non-soi est née, elle a vu le jour, et maintenant on sait très très bien que, à part les vrais jumeaux, aucun individu ne ressemble à l'autre, ni la fratrie, ni des frères et des sœurs, sauf s'ils sont vrais jumeaux, c'est-à-dire un œuf qui a été divisé en deux ou bien en quatre. Personne ne peut ressembler à son frère à 100%. Il y a une compatibilité, il y a une histocompatibilité, mais elle n'est jamais absolue. Et c'est la notion du soi. Alors, là, bien sûr, on a pris connaissance qu'il y a un phénomène de ce qu'on appelle le polymorphisme. C'est quoi le polymorphisme? C'est cette notion de présentation de gènes, d'allèles, qui s'expriment chez nous, soit en une copie, soit en plusieurs copies. Alors, quels sont les gènes qui existent chez nous et qui existent chez toute l'espèce humaine? Et parfois, ils existent même chez ce qu'on appelle les mammifères. Alors, la plupart des gènes existants dans une espèce donnée sont uniques. En s'exprimant, ils sont traduits en une protéine qui se trouve identique chez tous les individus de l'espèce considérée. Ces gènes sont monomorphes. Les gènes qui sont uniques sont des gènes monomorphes, c'est-à-dire qu'on ne trouve qu'un seul exemplaire. Et après, il y a les gènes. Quelques gènes peuvent exister sous plusieurs formes, ce qu'on appelle les allèles. Et là, le meilleur exemple, c'est les groupes sanguins. On a tous du sang, on a tous un certain groupage, mais ces groupes, si on parle de groupes basiques, c'est-à-dire le système ABO, donc on a déjà cette variété A, B, O, AB, et bien sûr, le positif et le négatif. Ces gènes, on les appelle les polymorphes. Alors, monomorphe, le même gène qui existe. C'est-à-dire si vous trouvez le gène qui code pour une protéine, l'ARN polymérase ou une ADN polymérase ou quelque chose, cette molécule ou cette protéine ou cette enzyme existe chez moi, existe chez le tergis et même chez la personne de l'Esquimau. Ça, c'est des gènes monomorphes. C'est le même gène qui est unique et qui est en un seul exemplaire chez tous les individus. Il y a les gènes qui sont quand même
ce qu'on appelle une faible variété allélique, c'est-à-dire plusieurs copies. Et finalement, il y a le système HLA, le CMH. Ces gènes qui codent pour ces protéines, on va les voir et on va les définir, ont un très haut degré de polymorphisme, c'est-à-dire que pour un seul gène donné, nous avons plusieurs allèles qui sont possibles. C'est comme si que vous êtes dans un parking d'un concessionnaire Peugeot, vous allez avoir 10 206 et chaque 206 a une couleur. Rouge, vert, blanc, et ainsi de suite. Donc c'est un gène qui code pour une protéine qui a une fonction. Mais ce gène-là, chez moi, il est différent de celui qui se trouve chez Ilyes, et il est même différent de celui qui se trouve chez mon frère. Donc cette exemplarité allélique fait du système HLA le phénomène ou les gènes les plus polymorphes qui existent, étant donné que chacun de nous présente. Alors, quel est l'intérêt de ce polymorphisme? Pourquoi, exprès, nous avons des gènes qui codent pour les CMH qui sont très variés, le polymorphisme? Alors, les épidémiologistes ont toujours été frappés par, parfois, la résistance de certaines personnes à certaines maladies. Vous avez entendu récemment la réémergence de ce qu'on appelle certaines maladies, en l'occurrence Ebola, le virus Ebola. Et ce virus qui est apparu dans les années 70 au Zaïre, après Congo et le Soudan, il y a des individus qui sont complètement décimés, donc frappés par la maladie, et il y a d'autres qui vont résister. Cette résistance qui apparaît dans un lot est de l'ordre parfois de 10%, donc vous avez pratiquement 90% qui vont mourir et 10% vont résister. Ce secret de résistance a toujours intrigué les gens. Comment se fait-il qu'une pathologie qui était inexistante dans la mémoire des gens, c'est-à-dire ni lui, ni son père, ni son grand-père ne se souviennent de la pathologie, et pourtant il résiste? Pourquoi il y a cette résistance à une maladie déjà inconnue? Quand vous me dites je résiste à la maladie, à la grippe, je vous dis vous avez été vacciné, vous avez été déjà infecté. Mais un virus qui vient d'apparaître, et vous, les médecins, vous en connaissez des exemples, même il y a déjà des gens qui résistent à la maladie, au sida, qui ont développé même des anticorps. Alors, cette résistance unique de certains individus est derrière ou explique ce phénomène de polymorphisme, et bien sûr, ça explique le phénomène du CMH. Alors, nous sommes tous issus de parents, donc d'un croisement parental, mâle et femelle, et chacun de nous a reçu un chromosome de sa mère et un chromosome de son père. Ces chromosomes ne sont pas là uniquement pour donner donc, les couleurs des yeux ou bien sûr le sexe de l'enfant, mais c'est tout un héritage qui sera donné à un enfant, et un héritage qui va nous permettre, chacun de nous, d'être différent de l'autre. Et Dieu merci. Parce que si on était sur le plan immunologique presque tous identiques, quand il y a des maladies, ça sera pratiquement l'élimination de la population. Cette diversité intrinsèque est derrière ce phénomène-là. Alors, pour expliquer ce phénomène, je donne toujours cet exemple. Alors, imaginez que vous êtes, que votre arrière-arrière-arrière-grand-père était quelqu'un qui venait du Sud. Et vous savez qu'il y a 3 ou 4 générations, il y avait ce qu'on appelle les vendeurs de sel. D'ailleurs, le mot salaire est extrait du sel, étant donné que le sel était considéré comme l'or blanc. Celui qui détenait le sel avait un certain pouvoir, et on connaissait que les gens venaient avec les chameaux, et les chameaux étaient bien sûr pleins de plaquettes de sel qui venaient du Sud. Le Sud étant bien sûr un océan. Et imaginez que donc votre arrière-arrière, 4e génération en arrière, le bonhomme est arrivé avec un jeune homme. Ce jeune homme de 18 ans arrive dans une région, la vôtre, Béjaïa, Tizi Ouzou, Lida, Bédéa, Alger, et le jeune homme va dire à son père, je ne veux plus revenir, je ne veux plus rentrer. La vie du Sud est une vie rude,
je veux rester ici. Il va rester, et bien sûr, le hasard, la chance, il va épouser une fille de la région, où génétiquement rien ne lie. La probabilité pour que ces chromosomes aient croisé un jour à 3000 km Élisie et une fille de Béjaïa ou d'Alger est pratiquement nulle. Il va l'épouser, ils auront un enfant, cet enfant va naître d'un croisement, un brassage génétique extraordinaire. Comme son père, nomade, il va dire à son père, ce jeune homme, issu de ce croisement ici, je vais aller à l'ouest. Il va aller dans les régions, les berbères marocains, et là, il va rencontrer encore une autre fille, il va l'épouser. Et, bien sûr, la probabilité pour que les parents aient été en contact est pratiquement nulle. Alors, on voit que le brassage génétique, qui était comme ça, commence à s'ouvrir. Le Grand Sud, le Nord, l'Ouest, et un de leurs enfants va tenter son aventure en Europe, et peut-être il va épouser une Danoise ou une Allemande. Et, quatrième génération, vous êtes là, assis. Alors, vous êtes issus de pratiquement 4 générations de croisement, et votre entonnoir génétique n'a fait que s'ouvrir. Vous avez des gènes du Grand Sud, du Nord, de la région berbère du Maroc et peut-être de l'Europe. L'inverse, imaginez que vous êtes issu d'une région relativement traditionnelle, comme certaines régions de l'Algérie, où à peine vous avez ouvert vos yeux, votre père il vous dit, ne cherchez ni à droite ni à gauche, votre cousine vous attend. C'est ce qui se passe. Je vous l'ai déjà promise, elle a été promise avant la naissance. Donc, systématiquement, vous allez épouser la cousine. Vous, fidèle à vos traditions, vous allez dire la même chose à votre fils. Et donc, l'entonnoir génétique ne fait que se faire. Même si vous voulez donner tout ce que vous voulez, vous n'allez donner que les gènes que vous avez hérités. Et systématiquement, le brassage génétique se ferme. Et voilà ce qui se passe dans les sociétés pratiquement où il y a le mélange donc des mariages consanguins ou les pathologies, et d'ailleurs on va en discuter, Inch'Allah, dans les maladies auto-immunes et dans certains déficits immunitaires. Et quand je donne ce cours à mes étudiants, il y a un étudiant qui m'avait dit, écoutez monsieur, c'est un peu trop exagéré ce que vous dites. Je lui ai dit non. Pour preuve, je vais donner un exemple. Je travaille avec des laboratoires à la faculté de médecine en Allemagne, et j'ai rencontré une Allemande qui est issue elle-même de père allemand et de mère espagnole. Donc, de manière innée, elle parle deux langues, l'allemand et l'espagnol. Elle a épousé un Arménien qui a passé sa vie en Syrie. Donc on va mettre sur le côté linguistique. Alors l'allemand, l'espagnol, l'arménien, cette langue morte, entre la Russie et la Turquie, et qui lui parle l'arabe parce que son père était là-bas médecin. Se sont mariés, ils sont partis aux États-Unis et ils ont eu des enfants là. Leurs enfants parlent 5 langues sans faire aucun effort. Et imaginez qu'un de leurs fils ou filles va aller en Italie ou bien en Chine pour apprendre une autre langue. Ça fait pratiquement 6 langues acquises de manière innée, sauf la dernière où il va bien sûr faire quelques efforts. L'inverse, imaginez maintenant que quelqu'un qui est issu d'un mariage cousin-cousine où on ne parle qu'une seule langue. C'est soit de l'arabe, soit du berbère, soit du français, ou bien comme les Américains le disent, monolingue, anglais. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent parler qu'une seule langue. Et imaginez qu'on perpétue cette tradition d'une seule langue. Alors on va mettre l'enfant qui est issu de ce mariage très diversifié, et on va mettre l'enfant qui est issu d'un mariage consanguin, et on va leur ramener un petit espion, qui est la forme de notre agent infectieux. Combien de langues doit parler l'espion pour contourner la vie de
celui qui parle 6 langues. Il faut qu'il parle 7. Combien de langues doit-il parler pour contourner la vie ou le regard du monolingue? 2. Voilà, le polymorphisme. Plus votre brassage génétique est très important, plus l'agent infectieux doit redoubler d'efforts pour vous piéger. Et plus vous êtes issu de mariage consanguin, il suffit qu'il change quelques épitopes, quelques antigènes, et voilà, vous êtes désarmé. Donc c'est ça l'extrapolation du polymorphisme quand on le met en fonction d'un agent infectieux. Alors, c'est pour ça que même dans notre tradition, malheureusement, on est dans le monomorphisme, mais dans notre religion, il faut éviter les croisements consanguins. Il faut s'éloigner pour éviter non seulement les maladies auto-immunes ou les maladies issues de la consanguinité, mais surtout pour se préparer aux agents infectieux, parce que finalement, on est mieux armé. Alors, quel type de CMH, quels sont les CMH que nous avons? Les CMH, grosso modo, sont classés CMH classe 1, CMH classe 2. CMH classe 1 se trouve, comme vous le voyez ici, sur CMH classe 1 se trouve sur toutes les cellules nucléées. Toutes les cellules qui ont un noyau présentent le CMH classe 1. Là, cette forme en M, si vous voulez, et vous remarquez qu'elles ont toujours quelque chose à présenter. Donc, toute cellule qui a un noyau présente systématiquement CMH classe 1. Par définition, la seule cellule qui ne présente pas de CMH, chez nous, c'est les cellules sanguines. Parce qu'on n'a pas de noyau. Les CMH classe 2 se trouvent sur les cellules professionnelles, dites cellules présentatrices d'antigènes, en anglais Antigen Presenting Cells. Lesquelles? Les cellules dendritiques, les macrophages monocytes et les cellules. Ces cellules, par rapport à celles-là, elles sont dites professionnelles. Pourquoi? Parce qu'elles vont capturer l'antigène, c'est nos soldats. Elles vont le détruire, elles vont le dégrader et le présenter. C'est pour ça qu'on les appelle cellules présentatrices d'antigènes. Présentées à qui? Aux lymphocytes T, d'où le titre de la communication d'aujourd'hui. Donc nous avons deux types de CMH, classe 1, classe 2. CMH classe 1 se trouve sur toutes les cellules nucléées, CMH classe 2 se trouve uniquement sur les cellules présentatrices d'antigènes. La question qui est la suivante, est-ce que ces cellules présentatrices d'antigènes présentent-elles les CMH classe 1? Oui, parce qu'elles sont avant tout nucléées. Donc les cellules présentatrices d'antigènes présentent les deux classes. Une, parce qu'elles sont nucléées, 2, parce qu'elles sont professionnelles. L'inverse, les autres cellules n'ont que les CMH classe 1. Alors, maintenant, qui dit CMH, systématiquement dit, attendez que je ne me suis pas trompé, voilà, dit cellule T. Alors, je vais revenir juste, apparemment. Qui dit CMH, dit cellule T. Alors, quel type de cellule T? Nous avons deux types de cellules T chez nous, les cellules T4 et les T8. Les T4 se divisent en TH1, TH2, TH17. Voilà, là, je vais vous laisser par la suite. Alors, CMH classe 1 est toujours présenté au CD8. T8. CMH classe 2 est toujours présenté au CD4. Donc, et comme je le dis toujours à mes étudiants, si vous avez peur de faire une erreur, qui est-ce qui présente à quoi, soyez toujours gardés dans votre tête que le chiffre de la multiplication du CMH avec la cellule est égal à 8. C'est-à-dire, CMH classe 1, T8, ça fait 8. CMH classe 2, T4, ça fait 8. Si vous vous trompez, là vous n'avez pas un examen, mais mes étudiants ils ont des examens, donc s'ils ont peur, CMH classe 8, si vous multipliez par 4, CMH classe 1 multiplié par 4, ça vous donne 4, donc vous êtes dans l'erreur. CMH classe 2 multiplié par 8, ça vous donne 16, vous êtes dans l'erreur. Donc sachez que la multiplication du CMH et de la cellule T est égale toujours à 8, comme ça vous n'allez pas commettre l'erreur.
Alors, les cellules présentatrices d'antigènes au CPA capturent les antigènes, ça c'est leur rôle, les conditions, les dégradent, ils vont les présenter sous forme immunogène. Ça c'est la forme, le mot immunogène, gardez-le en tête, on va y revenir. Alors, les molécules du CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, s'expriment à la surface des cellules. On les a vues maintenant. Vous avez le fameux M pour le CMH classe 1 et CMH classe 2, vous avez ce réceptacle. Et participent à la présentation de l'antigène aux lymphocytes en exerçant la fonction de reconnaissance du soi. Chez l'homme, le CMH est appelé aussi HLA. Il existe deux molécules, on les a vues, qui existent CMH1 sur toutes les cellules nucléées, CMH2 uniquement sur les cellules professionnelles. Alors nous allons prendre le cas d'un virus, juste un exemple. Si vous avez un virus qui est rentré dans l'organisme, les voies de passage de ces agents infectieux, particulièrement un virus, sont très nombreuses. Alors, voie sanguine, voie digestive, respiratoire, par voie sexuelle, par voie placentaire, c'est-à-dire que les virus sont extrêmement, ou les passages sont extrêmement importants. Si on va supposer que vous avez été piqué par un moustique et que vous a injecté directement le West Nile virus, par exemple, dans le sang. Le virus se trouve déjà en circulation sanguine. Alors qu'est-ce qu'il fait, le système immunitaire, justement, pour pallier à une éventuelle infection? Le système immunitaire, nous l'avons vu la dernière fois, a deux fonctions majeures. La première, c'est prévenir les infections. La deuxième, c'est éradiquer les infections. Prévenir, nous sommes en temps réel, comme nous sommes maintenant, en état de prévention. Nous avons une peau qui est imperméable aux agents infectieux, parce qu'elle est saine, parce que toutes les cellules sont présentes. Nous avons des cellules intérieures, que ce soit l'appareil digestif ou respiratoire, et les cellules épithéliales font de la prévention. Nous avons les yeux qui sont couverts de liquide qui contiennent des enzymes qui évitent à ce que les agents pénètrent. Donc ça, c'est de la prévention. C'est éviter à ce que les agents rentrent. Maintenant, quand les agents sont à l'intérieur, il y a tout un système qui se met en place, c'est l'éradication. Alors, parmi ces systèmes, c'est la production des anticorps. Mais pour produire des anticorps, cela suppose que vous avez déjà été en contact avec l'agent infectieux. Soit par vaccin, soit par une infection. Maintenant, si vous avez été aux États-Unis et vous avez le West Nile virus qui est pratiquement caractéristique de cette région, vous n'avez pas d'anticorps. Là, vous serez directement démuni et vous avez le système immunitaire est quand même n'est pas assez développé. Alors, si vous avez des anticorps, ces anticorps se lient au virus, c'est ce qu'on appelle les anticorps neutralisants, c'est-à-dire prendre ce virus, le garder dans le sang et éviter à ce qu'il pénètre dans l'organisme. L'empêche d'infecter les cellules de l'hôte et contribue à son élimination. Ça, quand on est armé. Mais quand on n'est pas armé, la dernière fois on l'avait vu, il y a toute une armada de cellules qui vont essayer de se charger afin que la réponse immunitaire spécifique ne se mette en place. Si le virus maintenant arrive à infecter les cellules, parce que le virus, je donne toujours cet exemple parce que c'est le parasite ultime. Les bactéries, il y en a les bactéries intracellulaires, extracellulaires, les bactéries peuvent se développer sur des milieux relativement nutritifs. Le virus, non. C'est un parasite obligatoire. Il ne peut se développer qu'à l'intérieur de la cellule. D'autant plus qu'on n'appelle même pas une cellule, on l'appelle une structure acellulaire, étant donné qu'il ne possède que le matériel génétique et une petite boîte qu'on appelle la capside. Alors, quand il rentre dans la cellule, les anticorps ne peuvent plus agir. Ça y est. Le premier échec de la réponse immunitaire, c'est quand le virus passe la barrière extracellulaire et il rentre dans la cellule. S'il rentre dans la cellule, il y a l'activation des cellules cytotoxiques. C'est quoi? Les cellules infectées devront ou doivent obligatoirement alerter les cellules T et leur dire « Nous sommes infectés, venez, tuez-nous et en nous tuant, vous allez tuer avec nous le virus. » Et là, c'est le rôle de CMH. Le rôle des CMH qui va nous permettre ainsi
d'éliminer l'agent infectieux, soit par les cellules qui l'ont capturé, soit bien sûr par les cellules infectées. Nous allons voir bien sûr comment ça se fait. Alors, pour essayer de comprendre le rôle de ce CMH, de ce complexe majeur d'histocompatibilité, on va essayer de répondre à deux questions. La première, comment font quelques rares lymphocytes pour trouver un antigène donné qui pénètre l'organisme de n'importe quel endroit? Le virus, c'est dans le nano, le 10 puissance moins 9. Alors imaginez votre corps. Si vous prenez votre appareil respiratoire et vous allez étaler les bronches, les bronchioles et les alvéoles, ça vous donne, actuellement ça se joue à Roland-Garros, un terrain de tennis. Alors, quand vous rentrez chez vous ce soir, prenez un terrain de tennis et vous allez voir, ça c'est votre appareil respiratoire. De même que l'appareil digestif, particulièrement l'intestin. Alors imaginez un terrain de tennis et vous avez un nanomètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 9, qui va rentrer et que tout le système immunitaire doit prévenir avant que cet agent l'infecte. Et de même pour la peau. La deuxième question, comment organise le système immunitaire la réponse appropriée, comme les anticorps contre les microbes extracellulaires et les cellules cytotoxiques contre les cellules qui rentrent dans le cytoplasme? Alors, deux questions qui vont nous permettre un peu de comprendre le phénomène. On a dit tout à l'heure que les microbes, ça pénètre pratiquement de partout. Ça rentre par les cicatrices ou les plaies mal cicatrisées. Ça rentre par voie aérienne, c'est des millions de particules. Et ça rentre par, bien sûr, les piqûres de moustiques. Et là, bien sûr, je n'ai pas mis la voie sexuelle et je n'ai pas mis la voie digestive que nous sommes quotidiennement en train de consommer. Alors, voilà ce qui se passe quand nous sommes dans un état normal où toutes les cellules fonctionnent normalement. Ces cellules-là, dont j'avais parlé la dernière fois, qui ont ces poils de carotte, on les appelle des cellules dendritiques. Et les cellules dendritiques, maintenant, si vous allez à Google, ou vous allez au site website de la prestigieuse association américaine NIH, National Institute of Health, et vous allez mettre dendritic cells, les cellules dendritiques, vous allez avoir des centaines de milliers d'articles sur ces cellules-là. Parce que ces cellules se sont révélées déterminantes dans la réponse immunitaire, aussi bien quand il s'agit de vaccins, quand il s'agit d'infections, quand il s'agit de réponse immunitaire appropriée, ces cellules-là jouent un rôle très important. Où est-ce qu'on les trouve? On les trouve sous tous les épithéliums de l'organisme. Tout ce que vous avez comme peau, appareil respiratoire, digestif, tout ce que vous avez à l'intérieur, je crois que je parle trop fort pour eux. Je suis habitué aux amphis. Donc, tous les épithéliums de l'intérieur sont tapissés de ces cellules-là. Et ces cellules-là, on les appelle cellules dendritiques, mais elles ont un nom, on les appelle les cellules de Langerhans. À ne pas confondre avec les îlots de Langerhans. Les îlots de Langerhans, c'est les îlots qui se trouvent dans le pancréas. Les cellules de Langerhans se trouvent, elles tapissent tous les systèmes épithéliaux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont là et elles attendent qu'un agent rentre. Dès qu'un agent pénètre, soit par infection, soit par vaccination, le prennent, le phagocytent, le présentent. D'où leur nom, cellules présentatrices d'antigènes. Et vous avez deviné que c'est du CMH classe 2. Alors, elles étaient immobiles, elles vont acquérir une mobilité, elles vont quitter la peau, elles vont quitter votre appareil respiratoire, elles vont quitter votre appareil digestif et elles vont aller par la voie lymphatique jusqu'au ganglion lymphatique. Dans ces ganglions lymphatiques, elles vont rencontrer les cellules T. Si on agrandit l'image, voici la cellule qui a capturé, présenté, et elle va présenter à la cellule T4. On a dit CMH2, T4. Les T4 vont décider du sort de la réponse immunitaire. C'est pour ça d'ailleurs, parfois, on a une petite infection,
et on a ce qu'on appelle des ganglions, et on sent ici, là, là. Quand vous avez cet enflement, sachez que les cellules T4 sont en train de se multiplier. Parce qu'on leur a présenté, il faut qu'elles se multiplient pour sécréter les cytokines. D'ailleurs, le chef d'orchestre de l'organisme, toutes les cellules, on peut s'en passer. Je dis peut-être de manière un peu exagérée, mais on peut vivre, même si un temps soit peu, des cellules B sont un peu perturbées ou inactivées. Mais jamais sans les T4. D'où la dangerosité de certains agents infectieux, en l'occurrence le virus du sida. Le virus du sida attaque les T4. Et si vous n'avez pas de T4, vous n'avez pas de réponse immunitaire. Aucune réponse immunitaire. C'est les seuls, les cellules dans aux commandes de l'organisme des T4. Alors, ces cellules, elles ont fait un travail extraordinaire, elles vont le présenter aux T4. Les T4 vont sécréter des cytokines et on va voir quel type de cytokines. Alors, vous avez les ganglions lymphatiques ici, ça c'est une coupe réelle, et les ganglions lymphatiques, il y en a en son compartiment. Donc les ganglions qu'on a ici, sur les aisselles et au niveau aussi du bas-ventre, deux compartiments. La partie corticale, la partie paracorticale et la partie médulaire. Et remarquez cette extraordinaire organisation des cellules des ganglions lymphatiques. La partie corticale, vous la voyez ici, ça c'est une coupe histologique vraie, est le lieu des cellules B. La partie paracorticale est le lieu des cellules T. Et la médulaire, c'est là où les deux cellules se rencontrent. Vous allez me dire, écoutez, mais pourquoi les cellules B? J'ai dit, présentation toujours aux cellules T, pas aux cellules B. Mais pourquoi nous avons, dans les ganglions lymphatiques, que même dans la rate, nous avons des cellules B et des cellules T. Les voici. Ça, c'est la zone des cellules B, et ça, c'est la zone des cellules T. Finalement, ici, l'agent infectieux vous a été directement projeté dans le sang. Les cellules dendritiques ne peuvent pas le capturer. Elles se trouvent sous les épithéliums, pas dans le sang. Alors, ou bien dans la lymphe. Si le virus est en circulation libre, dans la lymphe ou dans le sang, les cellules dendritiques n'y peuvent rien. Les cellules dendritiques capturent ce qui vient de pénétrer juste sous la peau pour qu'elles puissent le prendre. Alors, cette organisation extraordinaire des ganglions lymphatiques, si le microbe est libre dans la lymphe ou dans le sang, il va passer par les ganglions lymphatiques, ou bien par, bien sûr, la rate, qui joue le même rôle, et là, les cellules B, que vous voyez, capturent les antigènes libres. Les cellules T, sachez toujours, les cellules B, c'est la femme qui peut aller cueillir ses fruits. Les cellules T, c'est la femme qui doit être servie. J'ai dit la femme, je veux dire l'homme, mais bon. Les cellules B ont la capacité innée de reconnaître les antigènes libres. L'antigène, comme il est rentré, le virus, n'importe quel parasite, les cellules B peuvent le reconnaître. Et elles vont développer des anticorps appropriés. Les cellules T, non, elles sont fainéantes. Il faut que les cellules présentatrices d'antigènes capturent, ramènent dans les ganglions lymphatiques et le présentent aux cellules T. Donc finalement, les ganglions lymphatiques, c'est l'endroit de rencontre de l'antigène sous ces deux formes. La forme libre, c'est les cellules B qui s'en occupent. La forme capturée, c'est les cellules T qui s'en occupent. Vous voyez cette extraordinaire organisation. Et on trouve ça, idem, aussi bien dans les ganglions que dans la rate. Voilà l'organisation de la rate. Ça, c'est une coupe histologique réelle, ça, c'est un schéma. La partie des cellules B et la partie des cellules T. Donc, l'agent infectieux, qu'il soit transporté par la lymphe, c'est les ganglions lymphatiques, qu'il soit transporté par le sang, c'est la rate. Les deux liquides que nous avons, le blanc et le rouge, le blanc est filtré au quotidien par les ganglions,
le rouge est filtré au quotidien par la rate. Et comme ça, tous les antigènes, s'ils sont libres, c'est les cellules B qui s'en occupent. S'ils ont été capturés, c'est les cellules T qui s'en occupent. Sont contrôlés, ces liquides sont filtrés et contrôlés H24. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, que dans certains accidents de la route, où il y a l'éclatement de la rate, on perd la rate. Quand on perd la rate, on perd la présence des macrophages, qui est très importante, mais on perd ce centre de contrôle. Le sang n'est plus contrôlé comme avant. C'est la raison pour laquelle, et vous les médecins vous en connaissez, les gens qui ont perdu la rate seront soumis à des antibiotiques toute leur vie pour éviter des infections relativement graves, parce que cette partie de l'organisme a disparu. C'est bon? Ça va? Alors, la réponse des cellules T et les cellules B. Les cellules B diffèrent dans leur type d'antigène, dans les types d'antigènes qu'elles reconnaissent. Et ça, j'avais donné déjà un aperçu. Les cellules B reconnaissent une large variété de macromolécules. Les protéines, les polysaccharides, les lipides, les acides nucléiques et les substances chimiques. Autrement dit, tout ce qui se trouve dans la nature, que ce soit naturel ou artificiel. Les cellules B peuvent le reconnaître sous son état brut, et ils peuvent même développer des anticorps. Dieu merci, on n'a pas des anticorps contre tout, ce serait grave. Les sujets hypersensibles, ils ont des anticorps un peu plus que les sujets, je dirais, normaux, non hypersensibles, parce qu'ils ont des anticorps contre le pollen, contre les acariens, contre la poussière, et malheureusement, ils ont un excès. Mais les cellules B n'ont pas besoin qu'on leur présente. C'est cette forme naturelle, et malheureusement, comme je le dis toujours, les gens qui embellissent leur maison avec la pierre taillée, ils le payent, ils le font au détriment de la santé des tailleurs de la pierre. Et les tailleurs de la pierre, à l'époque, ils utilisaient un marteau et ce qu'on appelle le ciseau, c'est-à-dire ce morceau de métal, et la poussière dégagée était relativement allégée. Maintenant, ils utilisent des tronçonneuses, parce qu'il y a beaucoup de villages. Et la tronçonneuse produit 100 fois plus de poussière que la méthode traditionnelle. Et cette 100 fois de poussière pénètre dans les poumons, et on finit, à la fin des jours de ces gens-là qui vont mourir, parce que c'est une mort programmée, trouver des anticorps contre la syphilis. Leurs cellules B ont produit des anticorps contre un matériel inerte. Parce que malheureusement, ils ont été tellement surexposés. Alors, la réponse immunitaire des cellules B peut être générée par différents types de parois microbiennes et des antigènes soumis. Ça, les cellules B. Donc, on a des anticorps et les cellules B n'ont pas besoin qu'on leur présente. Les cellules T, madame, les dames qu'il faut qu'elles soient servies. Les cellules T peuvent reconnaître, et là, on souligne uniquement des fragments de peptides, pas des protéines, c'est des bouts de peptides. Donc des peptides de protéines, c'est des petits bouts, et seulement, donc vous avez deux conditions, uniquement des fragments de peptides, et seulement quand ces peptides sont présentés par des cellules spécialisées. Lesquelles? Les APC, les cellules présentatrices d'antigènes. Donc la cellule T est incapable de reconnaître l'antigène libre et de reconnaître l'antigène dans son état naturel. Il faut que ce dernier soit digéré et soit présenté. Les cellules qui le présentent, c'est les cellules présentatrices d'antigènes. La réponse des cellules T est associée uniquement aux protéines antigènes qui sont associées à la cellule de l'ordre. Et là, nous allons voir le pourquoi et comment ça se passe. Donc, l'introduction de la réponse immunitaire par les antigènes est une remarquable réaction pour contourner les différentes barrières. Et là, les barrières, cela veut dire, c'est péjoratif, ça veut dire les challenges, les défis. Premier défi du système immunitaire. Hein? Voilà, on est assis ici, on mène une vie, alhamdoulilah, tout va bien, mais finalement, le système immunitaire a un vrai casse-tête, se trouve dans une situation de dilemme au quotidien. Le premier, le nombre réduit
de lymphocytes naïfs, non différenciés. Vous savez que les cellules T commencent à être différenciées parce qu'elles sont produites par la moelle osseuse, mais la différenciation se fait dans le thymus. Le thymus commence à peine à l'état embryonnaire, il commence à produire, à différencier, c'est une production secondaire, des cellules T jusqu'à la puberté. À la puberté, il ferme. Le taux de cellules T a été défini à la puberté. Autrement dit, à partir de 12-14 ans, vous n'aurez plus une cellule T de plus. Jusqu'à la fin de vos jours, de nos jours. Donc, le système immunitaire ne peut pas chaque fois utiliser des cellules T comme il le veut. Bien qu'on soit exposé au quotidien à des milliers de particules. Comme si que, je vous ai la dernière fois donné un exemple, comme si que vous allez vous réveiller, ils vont vous dire, écoutez, votre grand-père qui a été déporté pendant la guerre mondiale a survécu en Allemagne, il a été aux États-Unis, il vous a légué un héritage de 60 milliards. C'est vrai, je suis ici, moi, oui, c'est vous. Hein? Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous avez 30 ans, vous avez deux choses que vous connaissez, votre âge et ce que vous avez hérité. La seule chose que vous ne connaissez pas, c'est combien vous allez vivre. C'est ça. Alors vous allez écouter, moi je vais m'exploser, m'éclater et je vais consommer tout ce que je veux. En 10 ans, vous avez fini votre héritage. Vous allez revenir à la case départ. Une probabilité. 2, vous allez dire, moi je ne sais pas combien je vais vivre, je vais quand même serrer, je suis de nature radin, je suis économiste pour ne pas dire radin, économe, je vais serrer. Vous allez mourir en ayant consommé 10%. Vous avez tout laissé. La troisième option, avec cette, comment dirais-je, joie, vous allez avoir une crise cardiaque et vous n'allez rien bénéficier. Donc, ça c'est une troisième. Alors on va prendre la première option. Voilà. Le système immunitaire, il sait combien vous avez, il a de cellules T, il sait votre âge, mais il ne sait pas combien vous allez vivre. Alors imaginez qu'il va commencer à utiliser les cellules T suite à chaque infection. Il utilise, vous avez travaillé toute votre vie, au moment où vous allez prendre votre retraite, vous êtes content et contente, vous allez tomber malade et vous allez chez le médecin, il vous dit, c'est quand même grave. Vous lui dites, c'est quoi un cancer? Il vous dit non. C'est quoi une pathologie? Non, non. Vous n'avez pas de cellules. Votre système immunitaire n'a pas fait ses prévisions, il les a consommées. Vous allez écouter, c'est pas aussi grave. Il vous dit non, c'est pas aussi grave dans la mesure où vous ne serez pas infecté. À la première infection, vous allez mourir. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce système immunitaire dans ce dilemme? Étant donné que le thymus a fermé l'usine à la puberté, il va mobiliser une cellule T sur 100 000 en sa possession. Chaque fois que vous êtes infecté, il va mobiliser, c'est-à-dire mettre en service une cellule T sur 100 000 pour pouvoir garder les 100 000. C'est-à-dire, je m'explique, si ce petit bébé que nous avons ici, il sera vacciné, chaque fois qu'on lui injecte un vaccin, qui est une introduction, supposons, hein, c'est péjoratif, qu'il possède à ce stade 10 millions de cellules T, son système immunitaire va mobiliser 100 sur 10 millions. Il garde le reste. Les 100, le système immunitaire va les diviser, ce qu'on appelle l'expansion clonale, les diviser pour atteindre le chiffre qu'il voudrait avoir. Mais jamais mobiliser tout le stock. Parce que, Inch'Allah, il va vivre plus de 100 ans et il ne sait pas quand est-ce qu'il va, bien sûr, combien de temps va-t-il vivre. Et c'est pour ça que le système immunitaire doit toujours mobiliser un chiffre, plutôt une cellule sur 100 000. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est différents types de microbes nécessitent différents types de réponses immunitaires. Vous avez les microbes intracellulaires, dans les virus, certaines bactéries. Les microbes extracellulaires, c'est surtout les bactéries et certains parasites. Et bien sûr, vous avez les deux. Certains microbes qui ont les deux facettes. Alors tout ça, le système immunitaire doit faire face.
Alors, revenons dans cette présentation. Voici le CMH classe 2 et le CMH